Dans cette vidéo, je vais te parler des langues français et anglais. Je vais te parler des différents critères, enfin des différentes épreuves par lesquelles tu seras évalué dans ces langues-là, à la fois à l'écrit et à l'oral, parce que c'est extrêmement bien coefficienté. On sait pas trop comment ça marche, alors que c'est pas si compliqué et que c'est une matière où tu peux vraiment prendre de l'avance sur les autres. Donc, je vais commencer par le français, par l'écrit de français. Donc l'écrit de français, c'est extrêmement cadré. C'est un thème, trois livres, pardon, que t'es en théorie censé lire. Et ensuite, tu auras une dissertation. Donc ça, c'est XENS. À Centrale et à Mines, tu auras un autre truc que la dissertation, mais à XENS, tu as juste 4 heures, une dissertation sur une citation qui sera en lien avec le thème. Et ensuite, c'est à toi de trouver la problématique, faire introduction, 3 parties. Dans les 3 parties, faire 3 sous-parties. Et dans les 3 sous-parties, faire une citation de chaque livre. Donc 3 parties, 3 sous-parties. Et dans chaque sous-partie, tu cites une fois chaque livre pour appuyer ton propos. Donc typiquement, tu fais thèse, antithèse, synthèse, même si ce que ma prof de français disait, c'était que on présente, on nuance et ensuite on dépasse. Donc tu présentes ta thèse, tu nuances, tu vas pas complètement contredire ce que tu as dit dans la première partie, mais tu dis quand bien même il y aurait ce truc-là, on pourrait aussi argumenter que. Tu nuances ce que tu as dit dans la première partie, et dans la troisième partie, tu dépasses et tu dis qu'en gros, la question était mal posée, qu'il faut aller plus loin que ta problématique. Donc tu as ta problématique, la première partie, tu réponds oui, la deuxième partie, tu nuances, tu dis oui mais, et la troisième partie, tu dis mais en fait la question est mal posée, voilà à quel point telle chose transcende ma problématique. Donc voilà, ça c'est comment ça marche, introduction, 3 parties, 3 sous-parties et une citation par livre par sous-partie. Donc dans ta première partie qui est oui, en effet, je réponds oui à ma problématique. Tu auras 3 sous-parties. Je réponds oui parce que un point, je réponds oui parce qu'un autre point, parce qu'un autre point. Et dans chaque point, il faut que tu cites chacun des livres. Dans tel livre, on voit que, et t'appuies ton raisonnement avec chacun des livres. Dans l'autre livre, on voit ça, et dans l'autre livre, on voit ça. Ok, donc ça c'est le français. Et je te conseille, pour l'introduction, enfin c'est ce que ma prof de français me disait, dans l'introduction de prendre un livre qui n'a rien à voir avec les 3 livres, c'est autorisé. De prendre un livre qui n'a rien à voir dans l'introduction, c'est autorisé, qui est en lien avec le thème bien sûr, mais qui est différent des 3 livres, et d'écrire une présentation dans l'introduction. Ça a l'avantage de faire que c'est un truc qui est indépendant du sujet. L'introduction, c'est indépendant de la problématique, donc tu peux la mettre quasiment n'importe où. Enfin, c'est pas indépendant, mais ça amène vers la problématique, donc c'est un peu. Donc voilà, tu peux prendre des libertés là-dessus, prendre un livre qui est différent des 3 livres, le présenter et dire, par exemple, si le thème de ton année c'est les bateaux, dans ton introduction, tu dis dans tel livre écrit par telle personne sur les bateaux, on voit que machin, 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 et ensuite tu fais le lien vers la problématique, enfin vers la citation en l'occurrence. Donc il y a d'autres codes un peu plus complexes, mais je laisse le soin à ton prof de français ou ta prof de français de faire ça. Mais c'est vraiment la base. Et dans l'introduction, vraiment, le fait d'avoir son œuvre à soi, d'avoir son introduction qui est déjà préparée, ça met en confiance, ça te fait gagner du temps, et ça donne un petit plus, quoi, parce que c'est ce que notre prof disait, le correcteur, il lit l'introduction, il lit la conclusion, et ensuite il décide s'il lit le gros du truc. Et en général, il a déjà déterminé sa note à 3 points près, quoi, une fois qu'il a lu l'introduction et la conclusion. Donc, mets un peu d'effort dans l'introduction, d'avoir des phrases qui sont logiques, qui ont du sens. Et un autre truc que je te dirais pour la dissertation, c'est vraiment de s'entraîner. La dissertation, quand tu vas la faire, quand tu seras examiné là-dessus, on se rend compte qu'on a du mal à mettre nos idées par écrit, qu'on n'a pas pris cette habitude-là, que ça nous met du temps de sortir les phrases, de faire que les phrases aient un sens, de vérifier la grammaire. Et donc ça, c'est un truc sur lequel il faut que tu sois habitué. Donc un truc que je te conseille grandement, bien plus d'ailleurs que de lire les œuvres du programme, c'est d'acheter les livres qui sont faits pour la préparation au français. Tu as des livres que tu peux trouver sur Amazon qui sont faits pour la préparation au français en prépa. Et dans ces livres-là, tu as des sujets types qui sont liés au thème. Donc si le thème c'est les bateaux, tu auras une question type, genre les bateaux vont-ils plus vite que les trains? Et ensuite, tu pourras t'exercer sur cette question-là. Donc tu fais les 4 heures, tu fais la dissertation comme c'est prévu par le truc, et ensuite tu peux comparer ta dissertation à la dissertation qui est produite par le cahier. Et en général, ça permet de voir les arguments qu'on a ratés, et surtout tu te rends compte au bout de quelques dissertations que tu sors toujours les mêmes problématiques. Que peu importe la citation, tu arrives à caser ta problématique, c'est que c'est elle qui t'intéresse, qu'il n'y a pas tant de problématiques différentes que ça qui sont dans les sujets. Donc au bout d'un certain temps, pardon, tu commences à tout le temps sortir la même problématique, tu as tout le temps le même plan par rapport à elle. Et ça, c'est très rassurant. Enfin, c'est ce qui m'est arrivé moi le jour des concours. La problématique que j'ai sortie le jour des concours, je l'avais déjà rédigée plein de fois en m'entraînant. Et du coup, je connaissais les arguments, je connaissais les citations. Enfin, c'était vraiment du recopiage pendant la moitié de l'épreuve, quoi. Donc, faire ça, ça te permet d'aller plus vite. Rien que le fait d'écrire plus vite. Faire tout ça, moi, je trouve ça très efficace. Et aussi, tu vois
tu lis les citations qui sont importantes dans l'œuvre et pourquoi elles sont importantes, comment on peut les expliquer, par la rédaction qui est corrigée dans ces cahiers-là. Donc ces cahiers-là m'ont beaucoup aidé sur le français. Donc ça, c'est l'écrit à XENS. T'as que la dissertation de 4 heures. À Centrale Mine, t'as la dissertation, mais qui est mélangée avec un autre truc qui est le résumé. Donc le résumé, c'est une page extraite d'un livre, et tu dois la résumer, enfin une page un peu plus, tu dois la résumer en un certain nombre de mots qui est donné par le sujet, et faut faire attention à changer chaque mot. C'est pour voir à quel point tu as du vocabulaire, donc faut changer chaque mot du sujet. Voilà, ça c'est le résumé, et tu dois faire à la fois le résumé et la dissertation dans les 4 heures. Donc forcément la dissertation, au lieu de faire 3 parties avec 3 sous-parties, tu fais plus un truc du type 3 parties avec 2 sous-parties, ou enfin tu t'arrangeras et tu verras comment tu arrives à gérer ton temps le jour de l'épreuve, mais t'es pas obligé d'être aussi rigide. Et une dernière spécificité qui est complètement méconnue, c'est qu'à XENS, tu as le droit, dans tes parties et dans tes sous-parties, d'ajouter des citations qui ne font pas partie des 3 œuvres du programme. Donc tu as le droit d'ajouter des citations qui viennent d'œuvres qui sont différentes des œuvres du programme. Ce qu'ils disent dans les corrigés de sujets, c'est que ils s'attendent à ce que à peu près 10 ou 20% de tes citations viennent de là, je sais plus trop. Mais donc tu as le droit de faire ça, et c'est encouragé, et c'est bien vu. En plus, c'est des trucs que tu peux préparer à l'avance, comme je l'ai dit, donc ça c'est des trucs qui rassurent quand tu as un truc qui est déjà prêt à l'avance et que tu dois juste recopier sur ta feuille. Ensuite, à l'oral. L'oral, c'est très différent dans le sens où il n'y a pas de thème, c'est beaucoup moins cadré que l'écrit. C'est beaucoup moins cadré parce que t'as pas des citations types que tout le monde connaît ou tout le monde fait à peu près la même chose. Donc c'est là où tu peux vraiment dépasser les autres, montrer ta connaissance, et surtout il y a des questions. Donc si tu avances des trucs que tu connais pas trop, en général tu vas te faire avoir. Donc c'est là où tu peux vraiment profiter de ta culture et surtout la développer parce que personne n'a de culture en sortant du lycée. Donc l'oral, ça sera quoi le format? Tu auras une feuille extraite d'un certain livre et ensuite il faudra problématiser et faire 3 parties encore en fonction de ta problématique sur un truc qui est lié dans le texte. Et c'est important, enfin, ils insistent vraiment sur le fait que la problématique doit être à la limite explicitement mise dans le texte, quoi. Donc, faut que ce soit très lié au texte. Tu peux pas inventer la problématique que tu veux. Faut que ça reflète bien, plus ou moins ce dont le texte parle. Au début, tu dois faire un résumé du texte, donc presque ligne à ligne où tu dois résumer le texte. Et ensuite, tu dois faire ta problématique. Et ensuite, tu sors les trucs que tu connais toi. Donc, ce que je te conseille pour l'oral, c'est vraiment de t'investir, de lire un maximum. Un truc que je te conseille, c'est de lire Proust. Je le conseille dans toutes mes vidéos, mais cherche sur internet Proust, la recherche du temps perdu si tu as envie de t'y investir, parce que c'est des livres assez longs. Donc ça montre un peu que tu as beaucoup lu quand tu cites du Proust. Et surtout en général, enfin moi c'était comme ça dans l'école, à chaque fois que je citais Proust, j'avais beaucoup de questions qui étaient liées à Proust parce que c'est un énorme univers. Ça touche énormément de choses, il y a énormément de personnages. Toute la recherche du temps perdu, l'ensemble des tomes, ça doit être plus de 2000 pages, plus de 2500 voire 3000 pages. Donc c'est un énorme univers avec énormément de personnages, et en général, à chaque fois que tu as un exemple qui vient de la recherche, tu as aussi un contre-exemple qui est dans le même livre. Enfin, c'est un truc qui touche à peu près à tous les sujets, et sur chaque sujet a une thèse très compliquée, et donc en général, ils aiment bien te poser des questions sur Proust. Donc quand tu as lu Proust, ça occupe la moitié des questions, et comme ça, tu n'as pas des questions sur des trucs que tu n'as pas lu du tout. Donc je te conseille de lire Proust un maximum. Et les pièces de théâtre, c'est très rentable aussi parce que quand tu cites une pièce de théâtre, ils ont l'impression que tu es allé voir la pièce de théâtre, alors que si tu la lis, c'est beaucoup plus rapide. Et tu peux lire plein de pièces de théâtre comme ça si tu veux. Donc voilà, enfin, de manière générale, lis un maximum pour l'oral parce que tu peux te différencier, et surtout, quand ton plan il est bancal, quand tu cites des œuvres que tout le monde connaît, ou tu cites des œuvres mais tu restitues pas très bien la thèse de l'auteur, ou t'es pas très convaincu dans ce que tu avances, les mauvaises notes tombent très facilement. Et au contraire, comme en général en prépa les gens passent pas leur temps à lire beaucoup, si tu fais cet effort-là de lire un peu plus que les autres, c'est très valorisé. Et donc le français, ça peut être vraiment ton atout. Donc ça, c'était l'écrit et l'oral de français. Maintenant, il y a l'anglais. L'anglais, c'est différent. Donc je vais commencer par l'oral en opposition complète avec l'oral de français. L'oral d'anglais, il est fait sur l'actualité. Tu as un sujet vidéo. Donc ça, on le sait pas souvent, mais à XENS, c'est une vidéo qu'on te donne. Donc vous êtes dans une salle avec des tablettes et tu regardes ta vidéo sur la tablette. Et ensuite, tu dois d'abord présenter la vidéo. Donc parler un peu des choix qui ont été faits dans cette vidéo, dire de quoi elle parle. Voilà, raconter ta vie sur la vidéo pendant 2-3 minutes à peu près. Ensuite, tu fais ta problématique et tu fais un truc qui est vraiment lié à l'actualité. Donc c'est différent de ce qu'on te demande en français. Faut pas, tu peux parler d'anciens livres, mais c'est pas du tout obligatoire comme ça l'est en français. En français, il faut surtout pas parler d'actualité.
En anglais, bah, c'est le sujet. Donc, voilà. Donc pour tes calls, par contre, tu seras en général pas évalué sur une vidéo, à moins que tu le demandes explicitement à ton calleur. Tu seras évalué sur un texte. Donc ça sera un texte extrait en général, un journal d'actualité, un journal anglais. Et nécessairement, ça sera quelques phrases pour résumer le sujet, enfin pour le mettre en contexte. Donc typiquement, c'est un sujet sur le changement climatique. Tu dis en ce moment, le changement climatique est quelque chose de très important pour telle personne ou telle personne, parce que. Et ensuite, tu fais un résumé du texte, nécessairement 3 minutes de résumé du texte, et ensuite tu fais problématique, ton argumentation et une conclusion. Donc c'est important de respecter les codes en call, à l'écrit. Enfin, c'est juste des manières faciles de laisser ton examinateur t'enlever des points si tu respectes pas les codes, donc respecte-les. Moi, je sais pas pourquoi, quand j'étais en call d'anglais, je voulais sortir du lot et du coup, je changeais des codes et je pensais que j'allais être admiré pour mon audace, mais en fait, pas du tout. Donc respecte les codes et si tu veux mettre de l'audace, mais là, dans le contenu que tu proposes, crois en ce que tu racontes, essaye de regarder l'examinateur le plus possible dans les yeux ou l'examinatrice. Si tu veux, filme-toi. Moi, je faisais pas ça à l'époque, mais je pense que ça peut être pas mal. Donc, filme-toi en train de présenter un truc en anglais, parce que ça te permet de gagner confiance en toi pendant que tu présentes. Ça te permet de travailler des tournures de phrases. Écoute quelques podcasts, parce que ça va faire que tu vas améliorer un peu ton accent en anglais, et surtout, tu commences à connaître un petit peu les problématiques qui sont anglaises. Dans le sens où, en général, en France, on est surtout préoccupé par les journaux français, mais en général, les sujets que tu as, c'est un peu plus des sujets anglais. Donc, une crise qui se passe aux États-Unis, un truc qui vient d'ouvrir en Angleterre, c'est plutôt des sujets de ce type-là. Et donc, tu peux t'ouvrir un peu au monde anglo-saxon avec des podcasts anglais. Celui que moi j'écoutais quand j'étais en prépa, qui est peut-être un petit peu technique et un petit peu long, il s'appelle Pod Save the World. C'est un podcast fait par des anciens diplomates ou anciens membres du gouvernement d'Obama, des anciens diplomates américains. Et ben il parle, enfin je trouve que c'est agréable à écouter parce que il parle de manière très naturelle en anglais et donc on peut travailler son accent et les sujets qui sont traités sont très intéressants. Donc c'est un bon podcast. Voilà, podcast c'est bien et aussi les livres, quelques livres que tu as sur les sujets types, donc changement climatique, sujets un peu plus sociétaux, donc violence policière, ce genre de trucs. Changement climatique et technologie aussi, parfois on a des sujets sur les nouvelles technologies, donc achète un livre type sur les trois ou un livre de géopolitique, comme ça tu peux le citer. Et tu peux le citer, ça te fait gagner quelques points parce que ça te donne un peu la classe. Donc voilà comment tu peux gagner quelques points en oral d'anglais de manière générale. Vas-y, sans trop de pression, les notes en code d'anglais c'est complètement aléatoire, comme dans beaucoup de trucs en langue. Enfin, c'est pas complètement aléatoire, mais commence pas à stresser si t'as un 9 en code d'anglais, ça arrive à tout le monde. Moi, mes notes en anglais, elles ont varié de 17 à je pense que j'ai dû avoir 6 ou 7. Donc, c'est un truc un peu aléatoire et ne mets pas de pression sur tes calls. Vas-y pour t'amuser, pour présenter ton truc, pour te faire plaisir. Même chose dans l'école de français. Et voilà. Ensuite, à l'écrit d'anglais. Pour être honnête, j'ai complètement oublié comment c'était évalué. Ah oui, si, c'est analyse de documents et une dissertation. Voilà, c'est ça. XENS, t'as 4 heures pour deux choses. C'est analyse de documents. Enfin, t'as 4 documents que tu dois résumer. Et ensuite, t'as une dissertation que tu dois faire toi-même. Donc, honnêtement, enfin, je vois pas. Pour moi, c'est très cadré comme l'écrit de français. Il n'y a pas de trucs qui peuvent te faire sortir du lot. Mais encore une fois, entraîne-toi à rédiger en anglais parce que autant, enfin, c'est déjà compliqué de mettre ce qu'on veut par écrit en français. En anglais, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ne sèche pas les DS d'anglais. Vas-y et entraîne-toi à en faire chez toi. Ça peut vraiment faire la différence, le fait d'avoir rédigé une fois de plus, donc avoir un gain de temps. C'est vraiment très serré au niveau du temps, l'écrit d'anglais, parce que c'est 4 heures pour deux trucs qu'il faut faire, donc le résumé et la dissertation. C'est très très serré au niveau du temps. Donc entraîne-toi à rédiger des trucs en anglais. Même moi qui étais plutôt bon en anglais, qui avait plutôt l'habitude de rédiger des trucs en anglais, j'ai été vraiment pris par le temps. Enfin, à chaque fois qu'on avait une interrogation de ce style-là. Donc le faire, ça peut vraiment te donner de l'aisance en écriture en anglais et voilà. Je fais une dernière parenthèse sur les cours en première et en deuxième année de français et d'anglais. À quel point, enfin, comment ça peut être une manière cool de les suivre. Donc, honnêtement, vas-y en détente. Si ça t'intéresse, vas-y. Surtout, participe, parce que c'est comme ça que tu interagis un peu avec les gens, que tu t'entraînes à t'exprimer en anglais. Les études montrent qu'on se souvient beaucoup mieux des cours quand on participe. Donc, si tu vas en cours d'anglais et que tu es investi dans le cours, vas-y, participe. Ne note pas religieusement les cours. Concrètement, ça sert quasiment à rien ce que tu apprends en cours d'anglais. En général, tu peux les citer dans quelques calls. Mais il faut vraiment avoir de la chance pour tomber sur un thème qui est pas loin. Enfin, c'est un peu plus de la culture, vas-y. Un peu plus comme un moment de détente. Si tu veux faire des mathématiques, vas-y. Surtout en français en première année.
les cours sont vraiment inutiles parce que tu es en train de faire des cours sur des livres sur lesquels tu vas pas passer le jour de ton écrit. Donc je comprends pas ce qui se passe en français pendant la première année, mais c'est complètement inutile. Donc vas-y si ça te fait plaisir, mais honnêtement, moi je faisais des mathématiques en première année en français. Je faisais pas systématiquement ça en deuxième année parce que pour le coup, ça peut donner des références qui peuvent être utiles pour l'écrit, parce que cette fois-ci, tu es sur le thème sur lequel tu vas passer quand tu es en deuxième année. Mais en première année, non, je faisais que des exercices de mathématiques. Et en anglais, vas-y comme tu veux. Enfin, j'ai fait les deux, à la fois faire des exercices en anglais, mais de toute façon, en général, je trouve pas qu'on est si productif que ça quand on fait des exercices dans une autre matière. Enfin, quand on fait des exercices de maths en physique ou quand on fait des exercices de physique dans une autre matière, parce qu'on n'arrive pas trop à se concentrer. Mais voilà, vas-y en détente. Ça sert à rien de recopier religieusement le cours en anglais ou en français. Force-toi à participer, ça va t'aider.